Dimanche 17 mars. Alors aujourd'hui, on est content parce qu'on s'est pas encore fait vitrifier par une bombe russe, malgré les sorties guerrières de nos élites et dirigeants, hein. Alors moi, je trouve ça marrant parce que c'est quand même un des paradoxes de notre époque, hein. On a des gens qui sont chefs de guerre, responsables quand même de l'armée, hein. Les mecs, ils ont jamais fait le service militaire, ils se sont jamais retrouvés sur un théâtre d'opération, ils ont jamais réellement souffert ou fait l'expérience de la violence directe en montant sur un ring ou sur un tatami, j'entends, hein, pour mener sa petite guerre, parce que quand on fait par exemple une compétition, même si tout est encadré, hein, c'est un jeu sportif, je peux vous dire quand même que dans les tripes, ça remue, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en fait, hein. Tout peut arriver, bien évidemment. Et donc du coup, on est confronté à la violence, même si celle-ci est encadrée dans des règles, alors plus ou moins, on va dire, plus ou moins large, hein. Quand on reprend les premiers UFC, ça allait loin, hein. Mais bon, ça reste une petite guerre quand même, et donc ces gens-là n'ont jamais fait l'expérience directe de la violence. Et ils sont chefs de guerre. C'est quand même, on est quand même dans une époque assez incroyable, hein. C'est comme si quelque part on faisait confiance à un puceau pour nous expliquer comment faire correctement l'amour, comment gérer le sexe, ou parler de sexe tout simplement. C'est quand même la beauté du truc, hein. On pourrait voir effectivement un gamin de 12 ans qui fait une formation sur Internet pour devenir le prochain Rocco Siffredi, hein, par exemple, hein. C'est juste un petit parallèle assez amusant pour mettre en lumière, pour mettre en relief, on va dire, le côté paradoxal et complètement déjanté de notre époque. Bref. Alors moi, c'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Je veux dire, bon, voilà, on a effectivement des sorties guerrières, on a des velléités effectivement d'en découdre. Alors hormis le ridicule, hein, à un premier niveau, un premier stade, je veux dire, on parle même pas de guerre conventionnelle, je le rappelle, à un premier degré, tout simplement voir deux puissances militaires nucléaires qui menacent de se faire la guerre, c'est juste risible, hein, parce que on sait très bien que une fois que c'est lancé, il peut y avoir escalade, et là où ça va, bah alors quand on voit les moyens de destruction, je veux dire juste une bombe de basse intensité russe, ça fait sauter la France, quoi. Alors, bon, voilà, on peut toujours se mettre à l'abri dans sa bade au fin fond du Larzac. À mon avis, ça suffira pas. À mon avis, ça suffira pas. D'autant plus que même si vous avez la chance d'être Zuckerberg et de vous planquer dans un bunker, à mon sens, avec l'hiver nucléaire qui risque d'arriver derrière, alors là pour le coup le réchauffement climatique serait résolu pour un moment, hein, parce qu'il risque de pas faire très chaud ensuite. Bref, donc on se cantonnerait à de la guerre, on va dire, entre guillemets, conventionnelle, et ça veut dire quoi? Bah des connards habituels qui vont se faire trucider dans des tranchées pour des intérêts économiques et financiers qui ne les concernent bien évidemment pas. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'on est dans un changement de cycle, bien évidemment, comme je l'ai expliqué, un changement de macro-cycle, hein. On peut même aller très loin dans l'analyse et aller du côté de nos amis ésotéristes pour pouvoir nous rappeler que tout simplement on a ce changement de ce switch, hein, au niveau de la précession des équinoxes. Donc voilà, on change, on est dans une transition qui va normalement nous faire passer de l'âge du poisson à l'âge du Verseau, mais sans aller jusque là. On est à un temps de l'histoire où on peut observer une transition comme on l'a observé déjà lors du passage du pouvoir entre l'Empire romain situé à Rome et puis l'Empire byzantin, hein. Donc on parle de la fin et de la chute du premier Empire romain au 5e siècle après Jésus-Christ, après une longue descente aux enfers, hein, qui quelque part lorsqu'on l'analyse, eh bien ressemble un peu à ce qu'on vit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des dettes abyssales, la monnaie qui est complètement débasée, on va dire, donc dévaluée, et puis des crises internes à n'en plus finir, hein. J'avais déjà énoncé la chute de l'Empire romain à travers cette crise perpétuelle du 3e siècle après Jésus-Christ, où pendant une centaine d'années on voit des trucs, mais alors incroyables, hein, des empereurs qui se font suicider, qui se succèdent. Il y avait même un empereur qui offrait la moitié de son empire aux chirurgiens qui pourraient le transformer en femme, parce qu'il passait son temps dans des bordels à jouer les prostituées. Donc c'est quelque part le parallèle avec notre époque est assez, on va dire, savoureux, s'il n'est pas aussi dramatique, malheureusement.
Et donc aujourd'hui, on est dans le même cas de figure, on a une gabegie totale, hein. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a eu évidemment un empire qui s'est mis en place, qui s'est affermi autour des US, autour de l'empire américain. Et puis on a mis en place le socialisme, hein, avec évidemment un curseur qu'on bouge en fonction des pays. Quand on prend la France, eh ben, on est quasiment dans du communisme, hein, mais ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'au communisme, mais on y va doucement, hein. Rassurez-vous, ceux qui sont en mal, effectivement, d'aller vers quelque chose de plus fermé et verrouillé, bah, on en prend le chemin direct. Mais bon, disons, grosso modo, 60% du PIB qui est dévolu à l'État, là on est, c'est du socialisme communisme, hein. Voilà. Donc, effectivement, cet ordre, il commence à capoter. Pourquoi? Parce qu'en plus, en 2008, il y a eu une énorme crise financière, et puis bah, les points de croissance qu'on gagne aujourd'hui, on les gagne avec de l'endettement à n'en plus finir. Les États sont surendettés. Évidemment, l'objectif, c'est pour on va dire, un politicien de base, hein, un politicien socialiste. Je parle même pas des socialos en France, c'est la même. Ce clivage gauche-droite, c'est artificiel. Ce qui compte, c'est le système. On est dans un système qui est socialisant, qui tend vers le communisme. Donc, l'idée, c'est évidemment de faire des promesses qui ne sont évidemment jamais tenues, en empruntant un maximum et en piquant le fric de ceux qui produisent. Voilà. Et en entretenant un petit peu les parasites, histoire que la paix sociale soit plus ou moins maintenue. Donc, on fait des promesses, on emprunte, et évidemment, on ne remboursera jamais. Donc, on a des pays qui sont surendettés, et cette dette ne sera jamais remboursée. Et donc, qu'est-ce qui attend un pays qui est surendetté à terme? Bah, c'est évidemment un crash, comme on l'a déjà observé dans l'histoire. Voilà. Alors depuis effectivement quelques années, on observe des mouvements à l'intérieur des pays. Les gens on va dire la masse du peuple ressentent qu'ils sont en train de se faire couiller quand même, plus ou moins. Il est temps. Et puis bah, il y a des mouvements. On a vu les gilets jaunes en France. On a vu effectivement même en Chine. Alors pour d'autres raisons, évidemment, l'emprise du gouvernement central sur Hong Kong, on a vu des révoltes à Hong Kong. Bref, 2019, c'était assez tumultueux quand même. Mais tout ça, c'est révélateur, effectivement, de cette base qui s'agit. Donc, les élites qui sont au-dessus, les mecs qui sont au-dessus, qui pompent le fric un maximum, d'accord? Parce qu'ils sont dans une ferme à taxes, hein, et il faut entretenir le truc. Donc, ils pompent le fric un maximum, il y a une redistribution, on en met un petit peu pour les parasites du bas, histoire que ça tienne. Et puis, en haut, ça se gave un maximum. Eux, ils veulent continuer, ils veulent que la danse continue. Ils veulent pas que ça s'arrête, hein. Et puis de l'autre côté, à un niveau macro, bah, vous avez un empire qui commence à monter, qui s'affirme, etc. Puis qui lui bah, veut prendre la place, veut prendre le leadership, hein. Alors, c'est plutôt du côté de la Chine que ça se passe là, de ce point de vue-là. Et puis bah, vous avez aussi un pays immense, hein, à l'échelle d'un continent qui regorge de ressources naturelles. Ouais, alors ça serait pas mal, hein, de pouvoir mettre la main un petit peu là-dessus. Donc bah, évidemment, ça c'est la Russie, et qui veut conserver plus ou moins son indépendance par rapport au gouvernement mondial qui est tenté, que nos élites tentent de mettre en place depuis quand même un bon moment. Et puis on arrive à un point de fracture qui est la guerre en Ukraine, machin, qui était quand même fomentée depuis pas mal de temps. Alors évidemment, si vous regardez BFM et tous ces journaux, eh bien vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de ce genre de mouvements tectoniques, puisqu'on a affaire à quelque chose, à des mouvements de plaques, hein. Voilà, c'est pas aussi simple que de dire oh ben Poutine il a envahi un pays, c'est pas bien, on va lui mettre sur la gueule, hein. Non, il faut regarder l'histoire, il faut voir les implications, il faut comprendre la lecture des événements au regard de la nature humaine, parce que la nature humaine, elle évolue pas. Voilà. Alors si aujourd'hui on a effectivement des moyens de destruction, mais alors massifs, la nature humaine, elle est toujours la même, hein. Je veux dire, il suffit de regarder au niveau des individus, par exemple, qui gouvernent le pays, la France, les US, enfin partout. Même à l'époque communiste, quand il s'agissait de l'Union soviétique, où les gens étaient censés tous au même niveau, mais il y en a toujours qui sont plus égaux que d'autres, hein. C'est-à-dire, ils possèdent rien, mais ils jouissent de tout. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Vous regardez en zone occidentale, quand on est riche, quand on est milliardaire, regardez un type comme Bill Gates, il possède pas grand-chose, lui, mais il a le contrôle de tout. Pourquoi il possède pas grand-chose? Pour éviter de se faire bigner par les impôts. Donc on a des systèmes, évidemment, pour défiscaliser, hein, une fondation, on fait des dons, machin, etc. Mais c'est du charity business. Derrière, ça lui donne un pouvoir incroyable. Donc faut arrêter de regarder le paravent en se disant ah bah oui, machin. Non, on a effectivement un décalage entre la façon dont fonctionne la base de la société
qui écoute le narratif et puis qui se fait balloter à gauche, à droite, et puis le sommet, l'élite, qui met en place un système qui lui est favorable. Voilà. Malheureusement, malgré tout, il y a, j'ai envie de dire, un mouvement tectonique qui s'opère à un moment donné parce que on a la loi des cycles, la loi naturelle des cycles qui fait qu'on arrive au bout du bout. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en zone occidentale, enfin, je veux dire, on n'a pas besoin des Russes pour effectivement se suicider. Il suffit d'ouvrir ses rideaux, de regarder la rue pour voir comment la population a évolué avec des mouvements migratoires massifs qui sont organisés. Alors pourquoi? Parce que ça crée une déstabilisation. On a des politiciens évidemment qui voient le moyen de trouver une manne de gens qui peuvent bosser pour pas grand-chose, d'une part, qui peuvent également constituer un foyer de vote supplémentaire. Un voté pour moi, je vous donnerai du pognon sans rien faire. Vous comprenez bien le système. Mais au-delà de ça, on a effectivement une volonté de destruction du socle sociétal traditionnel des peuples. Et cette destruction, elle permet de diviser les gens, elle permet de mieux les contrôler. Hein. C'est toujours la même chose. On va vous mettre un narratif devant en vous disant vous faites partie des bleus ou des rouges. C'est pareil. Hein. Ça rappelle les Crips ou les Bloods aux US dans les années 80, ces bandes à Los Angeles. Donc vous affichez votre couleur. Hein. Ça, c'est le patriotisme. Au bout du bout, vous êtes juste manipulé par des gens qui, effectivement, comme disait, je crois que c'est Rothschild qui disait ça, il faut bien agiter le peuple avant de s'en servir. Donc on met les rouges et les bleus dans un bocal, on agite tout ça, voilà, pour faire monter à ébullition, puis après, boum, on lâche le truc, on met un petit événement, voilà, une petite allumette là-dedans, puis les bleus et les rouges se foutent sur la tronche, voilà, et une fois qu'ils sont bien épuisés, eh ben, on ramasse, effectivement, on fait tapis, on a un transfert de richesse, on a un affaiblissement global de la population, on l'emmène, comme on l'a bien essoré, on l'emmène vers un truc là où on a décidé de l'emmener, hein, mais les gens veulent de l'ordre, les gens veulent effectivement à ce moment-là un rétablissement plus ou moins de la normalité. De toute façon, regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé pour le Caucus Circus, on a exactement la même chose. Aujourd'hui, on a une instrumentalisation de la peur, tout simplement, parce qu'on vous prépare, et puis on vous met dans une position d'attente. Vous êtes figé, vous vous dites « Oh, qu'est-ce qui va se passer? À quelle sauce je vais te manger ?» Pendant ce temps-là, les autres, ils bougent leurs pions, ils continuent à vous ponctionner tranquillement, ils continuent évidemment à mettre en place des systèmes qui seront de toute façon défavorables pour vous, pour pouvoir pousser un agenda qui n'est pas le vôtre. Hein. Je veux dire, quand on est en situation de guerre, eh ben, on a le couvre-feu, on a le contrôle des capitaux, on a un effort de guerre qu'il faut fournir, donc si vous avez un peu d'épargne à un moment donné, ça peut aider, bah, c'est normal, hein, il faut aider faut aider à l'effort de guerre. Donc, il y a un moment donné, il faut être un peu adulte, il faut être un petit peu adulte, il faut se rendre compte que on s'est fait couillonner, il faut accepter le fait de s'être fait manipuler, ça arrive, je veux dire, on grandit, on se fait avoir, des gens qui sont très forts pour ça, mais à un moment donné, il faut dire stop. Il faut tout simplement se dire, ok, je me suis fait bananer. Bon, voilà, ça arrive. Moi-même, hein, je me suis fait avoir plus d'une fois. Hein. Mais la première étape, c'est de le reconnaître. La deuxième étape, c'est de se regarder dans un miroir en se disant, mais putain, mais quitter. Tu vas accepter ça encore longtemps? Tu vas accepter de te faire mettre comme ça et sans réagir? Il faut se mettre en colère, tout simplement. Et puis à un moment donné, il faut dire non, il faut dire stop. Voilà, il faut reconnaître qu'on s'est fait avoir, et puis après, il faut dire stop. Voilà. Parce que sinon, on est encore manipulé par nos biais psychologiques. Hein. Voilà. Vous avez toujours été pour les bleus. Ah, vous vous rendez compte que les bleus sont en train de vous glisser une grosse carotte, mais malgré tout, c'est difficile. Hein. C'est difficile de se dire que on s'est trompé et que soi-même, on a merdé. Voilà, on s'est laissé embarquer dans un truc. Bah oui, mais c'est la première étape. Voilà. Alors donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, la guerre, elle est contre les peuples. Voilà, tout simplement, elle est contre le genre humain. Je sais pas, il faut pas non plus être sorti de Saint-Cyr, on va avoir une intuition de maître zen pour s'apercevoir quand même qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Vous observez en zone européenne, par exemple, bah oui, on dit il y a l'Ukraine, machin, donc on va balancer du pognon là-bas, on sait pas où il part, machin, etc. Les agriculteurs sont en train de crever la dalle à côté, mais de toute façon, ils sont destinés à disparaître, donc voilà. Les gamins dans les écoles sont
enfin, étudient dans des conditions pas possibles. La médecine, je vous fais pas le sketch, hein, je veux dire, pendant le Coco Circus, les nanas allaient bosser avec des tenues de peintre offertes par le roi Merlin. Il y a un moment, faut arrêter, je veux dire, dans un pays où on vous pompe 70% de ce que vous gagnez, à un moment donné, faut se ressaisir, faut se dire non, on est en train de se foutre de ma gueule, grave, hein, voilà, où va le pognon? L'idée, c'est ça, c'est où va le pognon? Et donc, on en revient à la nature humaine, c'est toujours la même chose, des gens qui ont l'amour du pouvoir et de l'argent. Voilà, tout s'explique grâce à ça. Donc, vous voyez bien l'état du pays. En plus, et c'est pas que le pays, c'est la zone économique européenne. Hein. Je rappelle que Nord Stream, quand même, où en est l'enquête, hein, qui a fait sauter ça? On a retrouvé des passeports au fond de l'eau pour savoir qui avait fait le coup. Bon, bah aujourd'hui, avec le prix de l'énergie, bah je sais pas moi, du côté allemand, qui était quand même, l'Allemagne était quand même le moteur de l'Europe, moteur économique de l'Europe. Ils partent tous, les usines délocalisent aux US. Donc la zone, elle est morte, quoi. Je veux dire, grosso modo, c'est ça. Puis là, on continue à effectivement faire un afflux de migrants massifs, même aux États-Unis, pour déstabiliser les populations. Donc en fait, quand on est dans un changement de cycle comme ça qui s'opère, il n'y a pas besoin d'avoir des barbares à l'extérieur pour pénétrer dans la zone et prendre la possession, en fait, hein, c'est une possession frontale. Non, la zone elle-même, l'empire, eh bien, se fragilise et s'autodétruit, se suicide. Et c'est exactement ce que l'on voit. Hein, voilà, c'est exactement ce que l'on voit. Donc, il ne s'agit pas de se polariser, encore une fois, en étant pour ou contre ceci ou cela. C'est pas le problème. Pour les Russes, contre les Russes, machin, pour la France. Je vois des gens qui veulent se battre pour la France. Mais Coco, tu te bats pour quoi? Pour ce que la France est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire hein, cette incroyable diversité, hein, la meuf à cheveux bleus, l'homme déconstruit, le xénogenre renard, les 70% de taxes. C'est pour ça que tu te bats, c'est ça les valeurs. Enfin, je comprends pas bien, moi, personnellement. Il y a un moment donné, il faut arrêter, encore une fois, de se faire manipuler, de se dire, ok, j'ai un chef de guerre qui a encore la sucette dans la bouche, là, qui va m'envoyer me faire casser la pipe à l'autre bout de l'Europe. Pourquoi? Je sais pas, il faudrait se poser la question à des anciens combattants. Tiens, ça serait intéressant. Je pense qu'il y a encore quelques types qui, alors, ils ont peut-être 90 ans, là, 95 ans, qui ont... J'ai retrouvé une vieille vidéo, d'ailleurs, la dernière fois, d'un vétéran aux US. Le mec, il était là avec ses médailles, là, dans son fauteuil. On sentait qu'il lui restait un souffle d'énergie. S'il pleurait, le pauvre, il disait, mais on s'est battu pour ça, quoi. On s'est battu pour ça. Regardez l'état du pays. J'ai des copains qui sont morts, mais putain, mais s'ils revenaient aujourd'hui, mais les pauvres, ils hallucineraient. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ben, la réalité, elle est là, tout simplement. Donc aujourd'hui, peut-être qu'avec ce changement de macrocycle, on pourrait y voir l'occasion d'une élévation des consciences. Ça serait bien quand même. Hein. Ça serait bien. Parce que il va y avoir des remous. Ça va bouger, ça va tanguer, il va y avoir de la poussière. Peut-être pas que. Hein. Et donc, quand la poussière va retomber, il va falloir aller vers autre chose. Et ce qui serait bien, ce serait d'arrêter de tourner en boucle, quoi. Je veux dire, voilà. Bref, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est cette notion de liberté, elle est fondamentale, cette notion de liberté, parce que quand on observe ce qui s'est mis en place pendant le Coco Circus et qu'on voit aujourd'hui se reproduire avec le conflit ukrainien qui déborde, hein, qui va déborder, eh bien, c'est une instrumentalisation de la peur qui a plusieurs objectifs. Hein. Le premier, comme je l'ai dit, c'est de masquer la gabegie totale de la zone économique en question, son effondrement, son suicide, parce que les gens qui sont au-dessus, ils s'en balèquent, hein, ils s'en foutent, tant qu'ils peuvent continuer à jouir, hein, sans entrave. Mais c'est quand même la réalité, après moi le déluge, comme dirait l'autre. Et puis c'est de maintenir sous pression un petit peu le peuple, hein, de la zone concernée pour pouvoir en tirer encore un petit peu la substantifique moelle. Hein. Voilà, c'est-à-dire dans l'enclos, il y a encore de la laine à prendre, il y a du lait, il y a tout ça. Il y a de la viande aussi. Hein. Donc ouais, faut maintenir le troupeau à l'intérieur de l'enclos sans qu'il s'agite trop. Donc, cette notion, elle est fondamentale parce que effectivement, cette instrumentalisation de la peur, eh bien, elle est orchestrée de la même façon que pendant le Coco Circus. Attention, non, on n'est pas en guerre. Mais on s'interdit pas quand même de faire des trucs. Ah, vous êtes là, vous dites, ça va. Ah, oh, non, ça va plus. Donc en fait, vous êtes toujours manipulé, vous êtes toujours baladé de gauche et de droite. Et cette instrumentalisation de la peur, elle s'inscrit dans le cadre
de la guerre, tout simplement, qui nous est faite. Alors là, je prends un petit peu de hauteur. Hein, je prends un peu de hauteur. Tout ce qui nous relie, tout ce qui nous connecte, c'est pas forcément le matériel. C'est une énergie. Nous-mêmes, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, on est animé d'une énergie. Hein. C'est les Chinois, les Japonais, et même dans d'autres cultures, on l'ont bien déterminé. Hein. C'est le chi, le ki, c'est cette énergie, cette bioélectricité. Donc c'est du magnétisme, de l'électricité, c'est des vibrations. Donc c'est des choses qui sont subtiles. C'est un peu comme des ondes radio. On les voit pas. Il y a des gens qui ont un degré de subtilité et de sensibilité qui leur permet d'avoir accès à ce genre d'informations et de comprendre que l'on n'est pas seulement un agencement d'atomes pour créer de la matière solide que l'on peut voir, hein, tout ce que l'on peut appréhender par nos sens, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de plus subtil. Et donc ça, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Quand vous pratiquez les arts martiaux, vous avez conscience de cette subtilité qui quelque part constitue l'architecture, la toile d'araignée de notre réalité. Vous avez conscience de ça. Quand vous êtes face à un mec à 3 mètres et puis qu'on est dans l'esprit du duel, il y a autre chose que les simples statistiques de base qui disent « Ah bah lui, il fait 90 kg de muscle entraîné, l'autre il en fait 80, 10 kg de plus de l'autre côté, il a plus de chances de remporter le combat. Celui-ci est entraîné comme ci, comme ça, celui-là a une meilleure condition physique. » Bref, on fait des statistiques et puis on se dit « Il y a tant de pourcents de chances que là… » Non, c'est pas comme ça que ça se passe, il y a autre chose. Il y a un élément qui dépasse le cadre du matériel pur, qui ressort plus de ce qui est énergétique, subtil, intuitif même, mental, qui fait que tout peut toujours arriver. Tout peut arriver. Dans le duel, tout peut arriver. Voilà. Et je reprends l'anecdote d'un copain, quand on faisait de la compétition, qui me dit « Je me suis mis face à l'autre. » Voilà, on se met en yoï, 3 mètres, et puis l'arbitre va lancer le départ de l'affrontement, et dit « Je l'ai regardé dans les yeux, je savais que j'avais déjà perdu. » Voilà, donc il y a quelque chose de beaucoup plus subtil. Donc tout ça, quand on est pratiquant, quand on fait du yoga, quand on s'intéresse à des choses qui sont plus ésotériques, on va dire, hein, plus énergétiques, eh bien on le capte. Et donc dans ce cadre-là, eh bien il y a une guerre qui nous est faite. C'est polaire, c'est polarisé tout ça. Hein. Je veux dire, à votre niveau, vous avez déjà senti deux choses différentes. Vous avez senti qu'au contact de gens, d'événements, d'activités, vous allez ressentir deux types d'émotions. Soit vous êtes inspiré, vous sentez bien, vous dites tiens, l'avenir pour mes enfants va être joyeux, radieux, donc vous avez une chaleur là au fond du plexus qui vous porte, qui vous dit oui, ça va être top. Donc là vous êtes inspiré, hein, c'est inspirant, c'est joyeux, c'est chaleureux. Et puis à l'autre opposé du spectre, vous vous sentez aspiré. Hein, vous êtes avec quelqu'un qui vous pompe votre énergie littéralement. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être des activités. Hein, je ne sais pas, à l'époque où il fallait faire son permis et passer la journée dans une administration à la préfecture, hein, parce que évidemment ces gens-là étaient ouverts qu'aux heures de travail, hein, habituelles pour ceux qui bossent, et vous passez la journée à faire la queue pour faire un papier, enfin ça vous saoule. Alors vous vous dites, je pourrais faire autre chose de plus productif, plus sympa même, hein. Ben là, vous êtes aspiré. Quand vous regardez les émissions de télévision, vous voyez Macron qui joue le chef de guerre, qui vous dit « Oh là, attention, on y va, on va envoyer des mecs !» C'est-à-dire vous, pas lui, hein, vous. Vous êtes aspiré, votre énergie, elle descend. Concrètement, matériellement, il ne se passe rien. C'est comme pendant le Coco Circus, vous avez un guignol qui vient à la télévision, qui vous dit oh, « Attention, il y a des morts partout, on va tous mourir. C'est la grande peste noire. » La grande peste noire, 50% de la population européenne qui décède. Hein, c'est-à-dire vous sortez dans la rue, vous enjambez les cadavres. J'ai pas l'impression que pendant le Coco Circus, on a vécu ce genre de truc. Mais on vous crée une matrice d'illusion. Donc le Gugus arrive à la télé, oui, ouais, faut prendre son café debout, assis, couché, le petit QR code, machin, etc. Puis il y a des gens qui sont, vite mon masque. Bref, ils sont dans la peur, ils sont aspirés, leur énergie, poum, dans les baskets. Puis en général, quand vous êtes comme ça, d'un point de vue énergétique, vous êtes plus enclin à choper une merde ou une autre. Hein, parce que voilà. Et donc, ça c'est de l'instrumentalisation de la peur. Pour obtenir quelque chose, pour obtenir de l'énergie, puisque tout est échange énergétique hein, sur cette terre. Donc voilà, là il y a un transfert massif de richesse. Je parle de pognon, hein, et puis on aimerait bien de ressources physiques aussi hein, qui va s'opérer. Mais il n'y a pas que ça, il y a ce transfert énergétique. On est en train de vous pomper la moelle littéralement, alors, par l'intermédiaire des impôts évidemment, mais pas seulement. J'ai déjà expliqué, quand vous êtes là
vous êtes sur un territoire, vous êtes observé de partout avec des caméras, le moindre truc que vous faites, comme en Chine avec le crédit social, allez, vous êtes sanctionné, boum, t'as dit un truc qui est pas bien, allez, hop, tu peux plus prendre le train, machin. Tout ça, ça contribue à faire baisser votre niveau énergétique. Donc quand votre niveau baisse, dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que quelqu'un en bénéficie. Hein, il y a eu un transfert d'énergie. Donc aujourd'hui, c'est ça qui s'opère. On a un transfert massif d'énergie et cette guerre, elle passe déjà essentiellement par ça. Voilà, on vous crée une matrice d'illusion, on instrumentalise la peur pour vous pomper votre énergie, pour vous affaiblir. Et pourquoi ça fonctionne? Bah oui, parce que quand il y a un maître d'un côté, il y a un esclave de l'autre. Pour qu'il y ait un maître, il faut qu'il y ait une personne en face qui décide et qui accepte d'être esclave. Pourquoi ça marche? Parce que le socle culturel, civilisationnel et spirituel des zones concernées, je parle de l'Occident en général, bah c'est complètement effrité. Alors on peut critiquer la religion. Il y a plein de choses qui sont critiquables. Mais il y a quand même un truc qui est important, c'est que ça donne une assise spirituelle aux pratiquants. On n'est pas que dans le matérialisme pur et dur qui, comme je l'ai expliqué dans mon exemple des deux combattants qui se rencontrent, finalement n'a pas de réalité concrète. Il y a quelque chose de une énergie beaucoup plus subtile qui sous-tend notre réalité et la matérialité dans laquelle on évolue. Et quand vous supprimez ça, quand vous supprimez cette connexion, qui peut s'opérer par l'intermédiaire de la religion ou par l'intermédiaire de la spiritualité, des croyances, eh bien vous affaiblissez le socle spirituel et vous ne considérez votre horizon que par le côté matériel illusoire qui vous entoure. Pourquoi c'est illusoire? Mais parce que, mec, il suffit de regarder, on a une espérance de vie de quoi? 70 ans quand tout va bien. Enfin bon, si on s'est fait picouser, ça va être beaucoup moins. Mais, enfin, à un moment donné, il faudra partir. Vous avez déjà vu les boomers là qui sont accrochés? Alors, est-ce qu'ils ont pu, enfin, ils jouissent à fond. Ils disent, oh, putain, on a acquis, on a acheté des voitures, on a acheté des maisons, on a des bibelots partout dans lesquels on n'arrive même plus à bouger dans les maisons parce qu'il y en a, ça dégueule. Mais vous allez partir à poil. Tout ça, vous allez le laisser. Je veux dire, on est venu en gueulant, en se pissant dessus tout nu, chauve, puis on va repartir chauve en se pissant dessus et en gueulant, parce qu'on va dans d'affreuses souffrances. Hein. C'est là la réalité. Donc ce qui compte, c'est effectivement la façon dont on va vivre. Ce laps de temps, le laps de temps de notre vie actuelle, cette incarnation, et la qualité de cette vie. Hein. Donc le socle spirituel qui est offert par les religions, qui est ce qu'il est, et qui est là quand même, ou par la spiritualité, il a son importance, ce socle-là. Parce que derrière, il va conditionner la façon dont vous allez vivre. Donc les croyances en quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus transcendant, c'est quelque chose qui est fondamental parce qu'il va vous permettre tout simplement d'avoir une assise et de ne pas transiger sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas transiger. Dans notre vie matérielle, on est obligé effectivement de faire des petits compromis. Mais jusqu'où? Jusqu'à quel point? Il y a des choses sur lesquelles on doit être intransigeant. Alors, quand vous croyez par exemple à la réincarnation, bon bah c'est top ça, parce que vous avez une vie aujourd'hui qui a une valeur, bien évidemment, vous en jouissez, mais vous avez aussi une mission, vous avez un devoir à remplir. Vous le remplissez, à un moment donné, ça sera fini, ça s'arrêtera. Oui, mais parce que, quelque part, vous allez revenir dans une autre vie, vous poursuivrez votre évolution spirituelle en remplissant encore une mission, voilà. Donc ça, c'est un ancrage. Quand vous êtes catho, vous vous dites, hop, moi je vais aller au paradis. Voilà. Revoyez par exemple les chansons de geste du Moyen-Âge où c'est bien montré. Les guerriers se lancent dans la bataille. Ils ont cette notion de participer à une guerre qui est juste. Ils se battent pour la justice, ils se battent pour leur Dieu. Ils savent très bien qu'ils vont mourir, mais c'est leur devoir. Ils vont le faire, et de toute façon, le paradis leur est acquis. Bah, ils y vont avec d'autant plus on va dire, pas de sérénité. Parce que, voilà, à un moment donné, la transition et le passage est difficile. On ressent tous l'angoisse de la mort. Hein. Et si vous êtes viking, c'est la même chose. Vous allez vous battre avec courage et honneur. Et après, vous allez vous retrouver au Valhalla. C'est quand même top. Hein. Vous allez boire des pintes de bière. Et puis après, vous allez vous foutre sur la gueule avec vos potes. Et puis vous recommencez éternellement. Donc c'est génial. Tout ça constitue un ancrage. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, c'est le matérialisme. Alors,
tout ça est entretenu, bien évidemment, hein, comme je le dis, les migrations massives, par exemple, c'est cette volonté aussi de déstabiliser les cultures, de déstabiliser les sociétés, et puis de métisser tout ça, et de faire des gens de plus en plus abrutis, qui consomment du TikTok et du BFM, du Hanouna à longueur de journée, plus la merde qu'on trouve dans les supermarchés, et puis à qui on passe toutes les carottes possibles et imaginables, et puis dont on pourra se débarrasser beaucoup plus facilement à un moment donné. C'est tout simplement ça, hein. Donc, il faut revenir à l'origine, il faut revenir à ce que l'on est à la base, des êtres spirituels qui sommes incarnés dans un espace temporel qui est borné, hein, le temps de notre vie, on vient au monde, on fait des trucs, puis après on tire notre révérence. Et dans cet espace temporel, il faut se rappeler de ça, il faut se rappeler de cet assis spirituel, parce que derrière, quand il y a un Gugus en face qui instrumentalise la peur, eh bien, on est plus à même de dire fuck. Hein. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on a réfléchi à tout ça, on a effectivement analysé l'environnement dans lequel on évolue. Bon, on est dans une ferme à taxes, voilà. On a des transferts énergétiques massifs qui s'opèrent tout le temps. On est mis sous pression, et de plus en plus, parce qu'au cours de l'histoire, c'était pas comme ça. Et puis derrière ça, bon, on sert juste d'aliment pour nourrir la matrice. Hein. Donc on est jamais réellement libre, finalement. Hein. Alors comment être libre? Parce que c'est la question de cette vidéo, comment être libre? Ben, il y a que deux possibilités. Hein. C'est soit vous êtes immensément riche, soit vous êtes pauvre, ils n'en ont rien à taper. Ah, mais finalement on n'est quand même jamais réellement libre. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la mort. Il y a toujours des leviers sur lesquels on peut presser, activer. Hein, il suffit de voir demander à Epstein, enfin il est mort, on peut plus maintenant, mais bon, lui il savait hein, maîtriser les leviers là pour maîtriser les riches, pour maîtriser les élites. Hein. Donc on trouve toujours des leviers. Et donc, quelque part, tout ça c'est un idéal. Que vous soyez milliardaire, enfin que vous ayez un certain niveau de richesse ou que vous soyez complètement pauvre. Quand je dis pauvre, je pense aux philosophes grecs, hein, qui a réfléchi à toutes ces notions-là et qui accepte sa condition, ou comme le Swami en Inde, qui accepte ce dénuement parce qu'il est dans une quête spirituelle de détachement pour pouvoir atteindre cette liberté ultime. Eh bien, dans les deux cas de figure, et avec effectivement le curseur que l'on déplace entre les deux opposés du spectre, il y a des leviers sur lesquels on peut quand même activer pour vous contrôler. Hein. Je veux dire, par exemple, vous pouvez toujours jouer le guerrier, mais si vous avez des enfants, ça vous fragilise. Parce qu'il suffit de dire, on sait à quelle heure on sait dans quelle école il est, on sait à quelle heure il sort. Ah. Bon, bah là, vous dites, ok, d'accord, qu'est-ce que tu veux, hein, voilà. Donc, il y a toujours possibilité, finalement, de vous maîtriser. Mais il est vrai que lorsque vous avez un certain niveau de richesse, si on voit bien, par exemple, en France, comment ça s'est passé pendant le Coco Circus, on vous met un petit QR, il faut le petit QR code, machin, pour pouvoir aller manger ou boire un verre en terrasse. On vous a privé de vos libertés, qui sont des libertés naturelles, qui sont fondamentales. Et on vous demande des conditions pour tout simplement jouir de ce que la nature vous a donné, ou tout simplement le fait de respirer. Sinon vous êtes taxé, vous n'avez pas mis votre muselière, vous êtes taxé. Donc vous acceptez tout. Et là vous êtes prêt à tout accepter pour vous soumettre. Donc c'est vraiment une condition d'esclave à ce moment-là, parce que le moindre truc que vous avez peur de le perdre. Et au final, vous perdrez tout quand même. Hein, voilà. Donc, il y a toujours effectivement cette notion de transfert d'énergie, cette notion d'assise spirituelle et cette notion de travail à faire sur soi pour pouvoir s'affranchir de la pression de l'extérieur et de la pression que l'on a soi-même par sa propre peur, tout simplement. Et donc, encore une fois, je le dis, il y a un travail à faire sur soi. Et quand vous avez un niveau de richesse important, vous avez peur de perdre, en fait. Donc, vous devez travailler sur des leviers supplémentaires. Mais à l'autre bout du spectre, comme je le dis, la personne qui ne possède rien, elle-même, eh bien, elle a d'autres leviers sur lesquels on peut appuyer pour obtenir d'elle ce que l'on veut. Donc, dans les deux cas de figure, eh bien, il faut savoir travailler sur ça. Alors, j'avais déjà parlé dans une vidéo, et je l'avais mentionné dans mon ouvrage Sanchin, Diogène de Sinope, qui nous propose finalement ce type de voie. Je rappelle quand même que tous les philosophes grecs étaient des mecs en général qui étaient solides physiquement, évidemment mentalement, et qui réfléchissaient à autre chose. Diogène de Sinope, qui était un maître
de lutte, hein, reconnu, vivait dans un tonneau. Et puis il possédait juste une chose, il vivait nu et il possédait juste une chose, il possédait une coupelle en argent dans laquelle il buvait. Quand il avait soif, il pleuvait, hop, il prenait sa petite coupelle d'argent et puis il buvait. Un jour, il a vu un gamin dans la rue qui a utilisé la coupe de ses mains pour pouvoir se désaltérer. Et il s'est dit, bah finalement, qu'est-ce que je m'emmerde avec ce truc, hein? Donc il a jeté sa coupelle en argent parce qu'il s'est dit, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc il travaille au fur et à mesure à se détacher de ce qu'il possède et de ce qui peut à un moment donné le posséder lui-même. Et, Alexandre le grand Alexandre, l'homme le plus puissant de l'époque, voulait rencontrer Diogène de Sinope. Lorsque ce fut fait, il lui dit: Diogène, que puis-je faire pour toi? Le type le regarde et lui dit: ôte-toi de mon soleil. Ça en dit beaucoup sur ce niveau effectivement de liberté et de levier sur lesquels on ne pouvait plus activer, hein, que Diogène a travaillé. Voilà. Il dit à l'homme le plus puissant du monde que finalement, voilà, il n'a pas besoin de lui, tout simplement, voire même qu'il le dérange. Donc je pense que c'est ce type de philosophie qu'il faut, sur laquelle il faut cheminer, tout simplement, pour obtenir la liberté, pour s'affranchir des manipulations. On n'a pas le choix. Il n'y a que comme ça que l'on puisse vraiment, véritablement travailler notre liberté, reprendre notre liberté face à toutes les manipulations qui sont mises en place. Donc, évidemment, il y a des petits compromis à faire puisqu'on n'a pas trop le choix dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger. Voilà. Parce que de toute façon, encore une fois, on est destiné à dégager le plancher à un moment ou à un autre. Donc, cette notion de liberté, elle va nous permettre, lorsque l'on la cultive de cette façon-là, de nous affranchir de la peur qui est, au-delà du système d'alerte fondamental que l'on doit conserver, bien évidemment, qui est un levier, mais alors énorme de manipulation. On l'a bien vu pendant le Coco Circus, on voit que ça se reproduit et que ça se met en place de la même façon exactement pour la Troisième Guerre mondiale. Et donc je pense qu'il y a vraiment urgence à travailler cet aspect-là.